Lui, c'est Julien. Et lui, c'est Saïd. Aujourd'hui, on a un nouveau format à vous proposer. 58 secondes pour convaincre. Votre nouvelle émission Débat Cinéma. Un film, Une série, un thème une saga. et deux points de vue qui s'affrontent. Et bien sûr, ça sera à vous de faire votre choix. C'est parti. C'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Mais c'est de la merde! Ceux qui sont là, vanter les trucs les plus régressifs. C'est nul! Aujourd'hui, on va débattre de Die Hard 2, Die Harder ou le dénommé 58 minutes pour vivre. Réalisé par Renny Harlin. Sorti en 1990. Toujours avec Bruce Willis dans le rôle de John McClane. Toujours produit par la Fox et Joel Silver. Toujours avec la musique de Michael Kamen. Et bien sûr, Stéphane de Souza et Doug Richardson au scénario. Dans cet épisode, John McClane se retrouve de nouveau nez à nez avec une bande de terroristes, sauf que cette fois, ça se déroule dans un aéroport. Dis donc, regarde un peu où tu mets les pieds, tu veux? Oui, j'ai déjà entendu celle-là. Tous les extraits que vous allez voir seront en VF, mais il y a une raison. Oui, c'est notre façon à nous de rendre hommage à Patrick Poivet. C'était la voix officielle de Bruce Willis ainsi que Tom Cruise. C'est pas la Saint-Jean et ça fait rien. Comment la même chose peut-elle arriver à la même personne deux fois? C'est une des nombreuses punchlines que prononce John McClane dans le film, pendant que le spectateur se demande dans son fauteuil comment ont-ils réussi à me faire payer deux fois pour voir le même film. On ne change pas une équipe qui gagne. Dans Die Hard 2, on reprend les mêmes et on recommence. Ne manque qu'à l'appel que McTiernan qui est parti à la poursuite d'Octobre Rouge. Contrairement au premier opus, on n'a pas de génie derrière la caméra, on a Renny Harlin, ça aurait pu être pire, mais ça aurait surtout pu être mieux. Bruce Willis reprend du service pour interpréter un McClane disjoncté, rigolo, ses punchlines fusent à tout va. Le film manque clairement d'un point de vue de metteur en scène. La réalisation innovante de Renny Harlin qui a su trouver le compromis entre spectaculaire et comédie. Die Hard 2 n'est qu'une pure exploitation de franchise. On s'ennuie pas une seconde, les cascades et les blagues s'enchaînent, un actionneur efficace qui se prend pas la tête. Un Die Hard est censé apporter sa pierre à l'édifice au cinéma d'action et le réinventer. Celui-ci se contente de n'appliquer que des recettes, déjà vues 1000 fois. Un pur divertissement et un excellent moment de cinéma de haut vol. Bon, vous l'aurez compris, hein, on n'est pas d'accord. Et je pense qu'un des premiers points, c'est bien la réalisation de Renny Harlin. Renny Harlin qui a bien du mal à rentrer dans les chaussons un peu trop grands pour lui de John McTiernan. Je trouve qu'au contraire, ça lui va bien. Il arrive de main de maître à contrôler un film. Ça, c'est au moins quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. C'est finir son film, non seulement dans les délais, et d'ailleurs faire deux films en même temps. Hein. Les aventures de Ford Fairlane, c'est sorti justement la même année que Die Hard 2. C'est quelqu'un de prolifique, quelqu'un d'efficace, oui, comme tu dis. C'est ça, c'est pour ça qu'il a été engagé sur le film. C'est parce qu'effectivement, il est capable de gérer un gros budget en un minimum de temps. Ce talent-là, je peux pas lui enlever, mais ça, c'est pas ça que je lui reproche. Ce que je lui reproche, c'est de pas avoir une personnalité de metteur en scène comme peut l'avoir McTiernan. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est un film qui n'a pas sa place en panthéon du cinéma d'action comme peut l'avoir le premier. Il est dans l'ombre d'un film qui a révolutionné le cinéma d'action et celui-là ne fait que suivre cette recette-là. Il a une double mission justement, et d'ailleurs c'est le rôle du producteur aussi. Je pense que c'est dans les cahiers des charges, c'est de reprendre ce qui a marché dans le premier. On voit des propositions, quelque chose de différent de chez McTiernan. Et toi, t'es naze! Renny Harlin apporte une petite touche de cinéma asiatique d'action avec des ralentis à la John Woo ou même au maître Sam Peckinpah. On était sur un huis clos dans le premier, là on est sur quelque chose d'hybride. On est entre le film d'aventure, film catastrophe et même à un moment donné on est sur des films de James Bond. Quels sont les films d'action qui peuvent se targuer de nous faire passer de l'un à l'autre sans que ça soit bien sûr indigeste? Tout s'enchaîne admirablement, mais sachant toujours que Die Hard 2 a été le plus grand succès que d'ailleurs Die Hard. Les délais, ça a joué. Le film était sorti en vidéo un an après, donc en fait, c'était parfait. Tout le monde avait vu et adoré le premier quand le 2 est sorti. Forcément, t'avais le double du public quasiment qui l'avait vu. Moi, ce que j'ai aimé, les scènes où on découvre justement l'aéroport, les scènes des tunnels, on est dans une sorte d'horizontalité. Même si c'est une œuvre collective à chaque fois et que Joel Silver, c'est un producteur qui met la main à la pâte et qui a aussi une vision de producteur qui transparaît dans ses productions. Quand tu regardes les films qu'il faisait à l'époque, il y a une cohérence, même si c'est pas les mêmes réalisateurs à chaque fois. L'avion où il y a tous les passagers qui meurent, cette scène assez choquante, qui est une des plus réussies du film d'ailleurs. Hein. C'est la noirceur qu'apportait Silver à l'époque aux productions, auquel le public n'était pas forcément habitué. Et que c'est quelque chose qui n'est pas dans le scénario, c'est ce que disait Doug Richardson. C'était ça l'idée d'apporter quelque chose de plus spectaculaire que le premier, et je parlais tout à l'heure de films catastrophes, voilà justement les apports qu'on retrouve pas dans le premier. Il y a un moment dramatique justement où Bruce Willis va fouiller dans les décombres de cet avion, il tombe sur la poupée d'une fille.
Dans le scénario original, c'était un avion cargo et un avion FedEx qui se crachaient l'un dans l'autre. Il y aurait eu que les pilotes qui seraient morts. Donc on s'est passé de 1 ou 2 morts aux une centaine de passagers. Là où le premier, la menace, elle était vraiment intérieure, là on a l'impression que tout le monde est menacé. Que même la femme de McClane est menacée. Que les gens de l'aéroport, ils sont menacés. Même la fête de Noël, on la sent menacée. Et puis en plus, c'est Noël. Essayez d'arranger ça avec le Père Noël. Demandez-lui une nouvelle bagnole. On a une grande menace et je pense que c'est le fait que ça soit extérieur. Bon, je parle pas de la nationalité des terroristes. Il vient du Valverde, le fameux pays imaginaire. C'est le scénariste de Souza, c'est le de Souzaverse. Dans ses scénarios, dans Commando, dans Predator. C'est un pays imaginaire qu'il met à chaque fois dès qu'il a besoin. Et bizarrement, ce sont beaucoup de films que Silver a produits. Oui, alors il l'a utilisé dans d'autres scénarios après qui sont pas produits par Silver du coup, donc c'est vraiment un truc de scénariste. Ça donne un côté proto-multivers assez sympathique. Si on veut parler du personnage, parlons de McClane. Dans le premier, c'était un technophobe assumé. Là, il utilise un fax. Il essaie quand même de comprendre comment ça marche. Tu sais te servir d'un fax, toi? Je rêve. Eh oui, Oli m'a convaincu de rattraper mon siècle. Dans le premier, on a vu de l'eau dans le gaz avec sa femme. Dans le deuxième, ils suivent une thérapie. Ils sont là, tous les deux, à essayer de recoudre un peu les morceaux. Chérie, quand tu arriveras tout à l'heure, qu'est-ce que tu dirais de louer une voiture, et de se dégoter un hôtel, et on laisserait les enfants à tes parents, et on se commanderait un petit dîner sympa avec une bouteille de champagne. À vos ordres, inspecteur. En même temps, un peu plus tendre, un peu plus soft, mais c'est ce qu'on croit. En réalité, on a l'impression que McClane, il est 2 fois plus méchant, il est encore anticonformiste comme dans le premier, il déteste la hiérarchie. Comment vous avez fait pour pas être réformé à la visite médicale? Vous avez envoyé un singe à votre place? Espèce d'enfoiré. C'est quand même plus humain dans le premier. Tu t'identifies plus au personnage, justement. Là, il y a plusieurs moments où elle devient un peu une machine à tuer, ça devient un peu plus irréaliste. Pour la première fois, on a l'impuissance du héros. C'est pas un truc nouveau qu'apporte ce film-là. D'habitude, on a le héros qui ne meurt pas, qui n'est pas égratigné. Là, Bruce Willis finit blessé, égratigné, et même moralement... Ça, il est égratigné en premier aussi. Moralement, oui, mais moralement déstabilisé. Dans le premier, on a l'impression qu'on avait juste à faire un flic qui devait faire son devoir. Là, on a l'impression qu'on est un citoyen qui essaie de se faire justice. Je préfère ce Die Hard 2 au 4 et au 5, mais bon, on va pas en parler, il n'existe pas. Mais au moins, il y a une cohérence dans le personnage. McClane reste McClane. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je comprends pas mieux le personnage après avoir vu le 2 qu'après avoir vu le premier. Ça, pour moi, c'est clair et net. Et il y a des trucs où tu n'as pas parlé. C'est quand même qu'il y a des scènes où on fait revenir tous les personnages du premier et où ça paraît vraiment rajouté là, mais parce qu'on est obligé de les rajouter. Il y a quand même des moments qui ralentissent tous les passages où on se sent obligé de montrer Oli dans l'avion, avec tout le truc, avec le journaliste et tout ça. C'est quand même un peu relou. Elle est menacée. Elle est menacée, mais ça dure. Il doit la sauver encore une deuxième fois. On a un Bruce Willis qui est en roue libre, qui est un citoyen, qui est un justicier plus qu'un policier, et qui essaie de sauver, là, cette fois-ci, il essaie de sauver tout le monde. Ils se sont d'ailleurs un peu impuissants. Il fallait qu'il allait chialer quand il voyait que les gens sont morts. Ce truc-là, il est plus du tout à évoquer après. Hein. On a ce côté fragilité, justement, du héros, qu'on retrouve pas, bien sûr, dans le premier. Quand il est au téléphone avec le bouffeur de pitch, là, franchement, il sent vraiment la fragilité du personnage. Pour moi, en tout cas, le personnage, il va plus loin que dans le premier. Plus loin dans tous les excès. Hein. Je suis d'accord avec toi, on peut même parler d'excès dans le sang, dans les morts. Renny Harlin disait lui-même, c'est récupérer les gens qui ont vu Die Hard le premier, qu'il leur donne envie de voir le 2, mais qu'ils ne puissent pas voir une copie-collée du premier. Et pour les gens qui n'ont pas vu le premier, ou qui découvraient, comme tu disais, en vidéo, en VHS à cette époque-là, ça leur donnait envie de voir qu'est-ce que c'est que ce film-là, c'est qui ce McClane, et de revenir voir le premier. Et justement, moi je trouve que les deux marchent ensemble, c'est cette idée-là de complémentarité, c'est vraiment un deux, c'est vraiment une suite. Si on regarde les deux à la suite, je pense que ça peut être complètement en défaveur de ce deuxième épisode. Ce sera presque comme revoir le même film une deuxième fois. How could the same thing happen to the same guy so many times? Pour conclure, vous l'avez remarqué, on n'est toujours pas d'accord. Hein. On n'en va pas nous mettre d'accord là-dessus. Regardez le film ou revoyez-le. Plutôt revoyez le premier et passez directement au troisième. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Cliquez sur la cloche et nous donnez vos commentaires, on lira ça avec plaisir. Et restez, parce qu'il y aura une petite surprise si vous voulez savoir quelle est la relation entre Die Hard et Pearl Harbor. J'ai hâte de voir ça. Ben alors, inspecteur, d'où vous débarquez? De Pearl Harbor? Oh,
Tu veux voir la relation qu'il y a entre les deux films sortis 10 ans d'écart et qui n'ont rien à voir en commun? Vas-y, Regarde bien, vas-y, c'est je Pearl regarde. Harbor. Et regarde qui passe en arrière-plan. Ah voilà, c'est notre bon vieux John McClane. Non, mais tu décolles, c'est pas lui du tout, là. Bah si, regarde, il a le même Marcel taché de sang. Moi j'y crois. Moi je veux croire qu'il a bien tourné cette scène-là, qu'il a fait un petit cameo avec son personnage. Est-ce que c'est juste les techniciens d'effets visuels de chez Michael Bay qui ont voulu faire une blague? Ou alors c'est juste un figurant qui ressemblait à Bruce Willis? Voilà, c'est une coïncidence, je pense, hein. Franchement, Moi je veux y croire. Moi, je Je veux y crois croire. pas. I want to believe, comme dirait David Duchovny.